donc je m'appelle Chloé Landriot et je voudrais prendre quelques minutes pour vous dire d'où je parle, parce que j'ai plusieurs casquettes effectivement. Je voudrais déjà dire qu'à titre personnel, après avoir fait une thèse en littérature française, j'ai été saisie d'un certain sentiment d'absurdité à faire des recherches sur des sujets qui intéressaient très peu de personnes dans le monde, hélas. Donc j'ai décidé de retourner dans l'enseignement secondaire et je suis professeure de français à Brive-Charensac. À titre familial, je suis une mère de famille qui a décidé de refuser le supermarché pour montrer à mes enfants que j'avais essayé de faire quelque chose, parce que avec les informations dont je disposais, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout dans notre société et qui ne va faire que se dégrader, et je ne savais pas trop par quel bout attraper le problème. Donc ma première idée a été de me mettre à consommer autrement. Et ça a donné lieu à cet ouvrage que l'éditeur a voulu appeler « La famille, son supermarché ». C'était pas le titre que j'aurais donné. Voilà, ça c'était ma première réflexion, c'était une réflexion de comportement personnel, de petits pas, on va dire, les petits pas individuels. Et puis ensuite je me suis dit mais ça suffit pas, il faut porter cette réflexion à un autre niveau. Et avec Anne-Sophie, qui est ici, Anne-Sophie Kess, et d'autres personnes, nous avons créé l'association Les Résiliacteurs 43, qui a pour objet de sensibiliser les élus et les citoyens à la résilience alimentaire, c'est-à-dire à la capacité d'un territoire de retomber sur ses pattes, sur son approvisionnement alimentaire en cas de coup dur. Et on a organisé des formations pour les élus avec Stéphane Linou, avec Alexandre Boisson, des ateliers, et on fait aussi ce type de conférences-débats pour le grand public. Les Résiliacteurs 43 ont pour philosophie de ne pas forcément chercher à créer eux-mêmes des événements, mais à s'insérer sur des événements qui ont déjà lieu, d'où notre présence ici. Et d'où aussi notre participation au collectif de la sécurité sociale de l'alimentation que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, comme l'a dit Nadège, je suis repartie d'un constat un peu global, parce que pour expliquer cette idée bizarre de la sécurité sociale de l'alimentation, il faut d'abord expliquer comment fonctionne notre système alimentaire et pourquoi nous en avons besoin. Je vais faire cette présentation en 3 temps. D'abord, un état des lieux de notre système alimentaire. Ensuite, j'expliquerai en quoi consiste l'idée générale de la sécurité sociale de l'alimentation. Et je terminerai par une présentation du collectif de la Haute-Loire et en essayant d'expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment à Brioude, où une initiative est en train de se concrétiser. Alors tout d'abord, un système agroalimentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des opérations nécessaires pour produire, transformer, transporter, conditionner, distribuer et consommer les aliments. Donc notre système alimentaire, c'est l'ensemble de ces opérations, et ça va de l'amont du champ à l'aval de l'assiette. En fait, vous allez voir un petit peu les images derrière moi. Et ce qu'il y a, c'est que ce système agroalimentaire, il est complètement mondialisé aujourd'hui. D'abord, dans le système agroalimentaire, on a la phase de production, donc l'agriculture, avec une tendance à l'agrandissement des fermes. Et si dans le monde, il reste encore 70% de petites fermes, en France, on est plutôt à 50-50. Cet agrandissement des fermes se double aussi d'une spécialisation par pays et à l'intérieur d'un pays, mais on y reviendra tout à l'heure. Il y a une chaîne d'approvisionnement en aval. Une fois que les produits ont été cultivés, il va falloir les transporter, les conditionner. Donc on va avoir les coopératives, les négociants, les industries agroalimentaires, les distributeurs. Et il faut aller jusqu'au bout. Tout ça va se terminer aussi par un certain nombre de déchets. Et en amont de la production, eh bien, il faut des semenciers, il faut des usines chimiques pour fabriquer les pesticides et les médicaments pour les animaux, par exemple. Il faut des industries pour fabriquer des machines toujours plus grosses nécessaires à cultiver. Et on pourrait même ajouter les entreprises du numérique, puisque toute notre agriculture est de plus en plus connectée. Voilà. Donc on peut noter au passage que tout ce qui est en amont et en aval de la production est
concentrés dans les mains de quelques grands groupes, des grands groupes de semenciers, des grands groupes de producteurs de phytosanitaires, où au niveau de la distribution, c'est aussi très très concentré. Donc ces grands groupes vont beaucoup contribuer à la standardisation des produits agricoles. Il existe des initiatives, mais elles restent à la marge du système, évidemment. Dans ce système mondialisé, les produits peuvent parcourir des milliers de kilomètres. Une étude qu'on cite très souvent mentionne les 9000 kilomètres parcourus par l'ensemble des ingrédients d'un pot de yaourt, à la fraise, depuis la vache et les colorants et les carragénanes jusqu'à votre frigo. Alors, quelles sont les grandes caractéristiques de notre système agroalimentaire? Vous avez peut-être déjà commencé à en voir certaines quand vous avez vu les schémas derrière moi. D'abord, c'est un système capitaliste. C'est une agriculture qui s'inscrit dans une logique de maximisation des profits. Et d'après l'étude de l'injuste prix de notre alimentation publiée cette année par le Secours catholique, l'agriculture française a généré 16 milliards d'euros de profits cette année, soit 32% de la valeur ajoutée produite dans le secteur. Pour dégager autant de profits, le système vise, je cite une étude de Tanguy Martin, à produire des aliments à prix réduit et à assurer une qualité standardisée et régulière pour des marchés de masse en s'appuyant sur la spécialisation des zones de production. Alors cette spécialisation, elle découle de ce qu'on appelle les avantages comparatifs d'un certain Ricardo, un économiste anglais du 19e siècle, qui a dit très très rapidement, enfin moi je vais caricaturer ça très vite, on a tous intérêt à produire ce qu'on sait le mieux faire et surtout là où ça nous coûte un peu moins cher que les autres de le produire. Et ça a conduit en fait à une grande spécialisation des territoires. Et en fait, ce que vous ne voyez pas derrière moi, c'est que la carte, elle est faite de tout petits points, parce qu'on a regardé dans des zones assez réduites quelles sont les productions, mais en fait, on voit que ça forme de grandes taches de couleur. Donc, on a vraiment spécialisé notre agriculture pour des logiques de rentabilité. Et dans ce système, eh bien, on est de plus en plus loin de la personne qui produit, de l'endroit où c'est produit. Cognitivement, on ne sait plus non plus comment c'est produit. Donc, il y a une distance qui se fait entre ce qu'on mange et nous, et les personnes qui produisent et qui commercialisent notre nourriture. Dans notre système, en France, en 2018, 20% des agriculteurs vivaient en dessous du seuil de pauvreté, alors que c'est 13% pour la population nationale. Donc les agriculteurs sont en moyenne plus pauvres que l'ensemble de la population. 19% n'avaient pas dégagé de revenus cette année-là. Les paysans ne touchent en fait que 6,2% du prix du produit payé à la disposition. Ce qui fait du prix payé à la distribution. Ce qui fait dire à un agriculteur cité dans l'injuste prix de notre alimentation, je pourrais vous donner mon blé, ça ne changerait pas le prix de votre pain. En même temps, on dérégule. On fait des accords de libre-échange qui visent à baisser énormément les droits de douane de façon à permettre de maximiser les échanges et surtout de mettre en concurrence des régions du monde qui n'ont pas les mêmes standards de production, qui n'ont pas les mêmes conditions de production. Et quand on fait ça, par exemple, on va mettre en concurrence d'un côté des petits producteurs sur de petites fermes, avec de l'autre côté des systèmes totalement industrialisés dans l'agriculture. Donc on voit tout de suite qui sera le perdant dans cette mise en concurrence. Derrière moi, vous voyez l'affiche, non pardon, c'est l'autre, celle pour le lait. Ça aussi, c'est une des conséquences de la dérégulation. Quand on dérégule, on exporte massivement des produits à bas prix vers certaines régions du monde, et en particulier vers les pays dits du Sud global. Alors la publicité ou la fiche de sensibilisation que vous voyez ici, en fait, c'est celle qui a été faite par le CFSI et par d'autres associations pour dénoncer l'exportation massive de poudre de lait vers l'Afrique de l'Ouest.
Alors je l'explique très rapidement. En France, on produit trop de lait parce qu'il y a eu fin des quotas laitiers. On a encouragé beaucoup la surproduction de lait. Comme on produit plus que ce qu'on consomme, il faut qu'on exporte. Comme exporter de la poudre, c'est plus pratique que d'exporter du liquide, on fait beaucoup de poudre de lait. La Chine en achète pour ses poudres pour nourrissons, mais l'Afrique de l'Ouest, en fait, en reçoit énormément. Cette poudre de lait, une fois qu'elle arrive là-bas, elle est enrichie, ou en chemin, j'en sais pas trop, elle est enrichie par des matières grasses végétales qui sont faites à partir d'huile de palme. Et ce faux lait, parce que ça n'a pas du tout les qualités nutritionnelles du lait, ce faux lait arrive dans les grandes villes côtières d'Afrique de l'Ouest où des laiteries industrielles qui appartiennent à des groupes qui ne sont pas africains vont transformer ce faux lait. Et pour la petite information, j'ai travaillé, comme je suis professeure de français, j'ai travaillé avec mes élèves sur les impacts de la mondialisation du lait sur les producteurs européens et sur les producteurs africains. Et ça a donné un jeu qu'on a appelé la fresque du lait, qui permet à tout un chacun de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière. Ce jeu a obtenu le prix alimentaire en 2023. Et tout le monde peut y jouer librement, il suffit de demander qu'on vous l'envoie. Donc on déstructure les systèmes agroalimentaires des pays importateurs. Quand on fait ça, on ne permet pas aux pays importateurs d'avoir des filières de production par eux-mêmes. De plus, la Banque mondiale, associée à des firmes transnationales, fait tout son possible pour convertir les paysans du Sud à l'agriculture industrielle. Je vous renvoie aussi à une autre publication du CFSI qui s'intitule « Solutions ouest-africaines pour des systèmes alimentaires durables ». Et on voit que dans les pays africains, il y a une certaine pression. Les aides sont aussi conditionnées en partie, pas toujours, mais en partie, au fait d'entrer dans le système agro-industriel qui convient, entre guillemets, à nos pays, à nous, sans se soucier de savoir si eux vont produire les céréales adaptées à leur climat et les choses dont ils ont vraiment besoin et pour lesquelles ils sont experts en réalité. Et ce n'est pas un hasard si on voit une femme là sur cette photo, c'est parce que ce phénomène impacte fortement la place des femmes dans l'agriculture. Parce que c'est elles qui sont les gardiennes des semences, c'est elles qui sont les gardiennes des pratiques agroécologiques qui sont juste les pratiques ancestrales. Et partout où on industrialise, partout où on modernise, les hommes s'accaparent, les hommes prennent la place. Quand ça devient technique, c'est les hommes qui viennent là. Et du coup, les femmes sont aussi petit à petit mises à l'écart, d'où certains mouvements africains. Il y a un mouvement africain qui s'appelle « Nous sommes la solution », qui est un mouvement de femmes qui luttent pour conserver leur place dans l'agriculture. Ce système capitaliste étant avant tout un système d'exploitation et d'asservissement, les conditions de travail dans l'agriculture ne sont pas attractives et le renouvellement des générations n'est pas assuré. J'aurais pu ajouter, là je ne l'ai pas mis, mais que dans la campagne du CFSI qui concerne cette question du lait, il y a aussi un agriculteur blanc qui reçoit un litre de lait dans la figure pour montrer que nos agriculteurs en réalité sont également en souffrance et sont également très perdants dans ce système. Je le montre aussi dans la fresque du lait. Le système est mauvais pour tout le monde. Il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants. En fait, tout le système fait souffrir l'ensemble des producteurs et des importateurs. Voilà, je pense que j'en ai déjà dit pas mal. S'il faut ajouter une chose, c'est que dans notre système alimentaire capitaliste, on fait aussi beaucoup souffrir les personnes qui sont dans la distribution, parce qu'il y a un grand nombre de métiers, et pensons simplement à celui de caissière, qui sont mal rémunérés, qui sont précaires. Donc ça interroge aussi beaucoup sur la place qu'on fait aux gens qui nous nourrissent. On peut dire, dans un deuxième temps, qu'on est dans un système drogué aux intrants et à l'énergie fossile. Alors, c'est sûr, il faut dépenser de l'énergie pour pouvoir obtenir notre nourriture. Alors, on peut dépenser de l'énergie en allant chasser un chevreuil, en faisant pousser des pommes de terre, mais en tout cas, il faut dépenser de l'énergie pour obtenir de la nourriture en retour. Il vaut mieux, normalement, récupérer plus d'énergie que ce qu'on a dépensé, sinon ça va être problématique. C'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique, le TRE. Il faut que le taux de retour énergétique soit supérieur à 1.
d'accord ? Et on estime qu'entre 1880 et 1950, avec une agriculture qui était basée sur la traction animale, on avait un TRE de 2. C'est-à-dire pour une calorie d'énergie qu'on avait fournie avec le cheval, avec l'énergie du paysan, on récupérait 2 calories de pommes de terre, ou de blé, ou d'autres choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut 7,3 calories de pétrole pour obtenir 1 calorie de nourriture. Ça donne un taux de retour énergétique de 0,14. Donc en fait, on mange du pétrole. Il faut injecter énormément de pétrole pour arriver à se nourrir. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire rouler le tracteur, chauffer la serre, faire rouler les camions de transport, faire naviguer les bateaux, faire tourner les usines de transformation, vous avez compris. Or, on a un problème. Depuis 2008, la production de pétrole conventionnel a franchi son pic et la production totale de pétrole, incluant les pétroles de schiste, vient aussi de franchir son pic en 2018. Donc, il y a à court terme une forte contrainte de l'offre globale de pétrole et les pays totalement dépendants comme la France vont se retrouver dans une posture délicate. Ça va encore plus loin. On a besoin de pétrole pour produire les intrants dont dépendent les rendements de notre agriculture. Avant, lorsque c'était les chevaux qui tiraient les machines, on pouvait réutiliser le fumier pour fertiliser. On avait même des agricultures très intensives de cette manière-là. Les maraîchers parisiens étaient connus pour avoir une agriculture extrêmement productive, même en hiver, avec des systèmes de couches chaudes. On faisait, avec du fumier, on faisait chauffer. On avait des systèmes de couverture. Et en fait, sur des très petites surfaces, mais en utilisant très judicieusement tout ce qu'on avait, on pouvait vraiment nourrir très localement toute la population parisienne. On n'a plus de chevaux donc vous avez compris, ça ne peut plus fonctionner de cette manière-là. Donc pour remplacer, on a besoin de beaucoup d'engrais. Et ces engrais azotés, ils sont issus de procédés de fabrication qui sont consommateurs d'énergie et donc aussi consommateurs de pétrole. On a aussi besoin d'engrais phosphatés et potassiques qui sont issus de ressources minières qui nécessitent à la fois d'être prélevés avec des grosses machines et qui ne sont pas renouvelables puisque c'est des ressources minières. Par exemple, le phosphate et les roches phosphatées font partie de la liste des matières premières critiques de l'Union européenne depuis 2014. On est aussi très dépendant aux pesticides. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, avec tous les effets sur la santé qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Je rappellerai simplement que les agriculteurs sont les premières victimes de ces empoisonnements par pesticides. Et donc ces pesticides, ils m'amènent au point suivant, c'est qu'on est dans un système qui ruine la biodiversité. On manque de 2 types de biodiversité. On manque de biodiversité cultivée et de biodiversité naturelle. La biodiversité cultivée, c'est l'ensemble des espèces qu'on cultive, et il se trouve que ces espèces se sont beaucoup homogénéisées, surtout au cours du siècle dernier. D'après la FAO, donc c'est une branche de l'ONU, on avait à l'origine dans l'humanité, enfin je ne sais pas d'où ils partent, mais ils estiment qu'on a cultivé environ 6000 espèces végétales dans l'humanité. 6000. Et que sur ces 6000 espèces végétales, seules 9 assurent aujourd'hui les 2/3 de la production mondiale. Canne à sucre, maïs, blé, riz, pommes de terre, soja et quelques autres. Et au sein même de ces espèces, on a réduit la biodiversité parce qu'on a sélectionné génétiquement des variétés qui sont très homogènes et qui sont très adaptées aux pratiques de l'agriculture intensive. Mais ce faisant, on a oublié qu'elles étaient moins résistantes au changement du climat, moins adaptables, moins résistantes à certaines maladies également. Et de nos jours, il se pose par exemple des questions sur le blé, d'où des initiatives qui visent à retrouver des variétés, à cultiver des variétés de blé anciens parce qu'elles sont plus résistantes à certaines maladies. On pourrait ajouter aussi que les sols sont morts en grande proportion à cause des produits qu'ils reçoivent et à cause du tassement par des machines lourdes, aussi à cause de l'érosion, et que c'est un cercle vicieux. Moins les sols sont vivants et plus on est obligé de les droguer aux intrants, en quelque sorte.
Mais nous attaquons aussi le vivant tout autour. Non seulement on a réduit la biodiversité, je pense qu'on doit pouvoir dire la même chose sur l'élevage. On peut penser à la vache Prim-Holstein, qui est hyper adaptée à la production de lait, mais qui présente d'autres fragilités. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui parlent de revenir à d'autres races dans tout l'élevage, dans toutes les espèces animales, pour avoir des espèces plus résistantes. Donc on a aussi porté des attaques à la biodiversité sauvage. On est en train de vivre un phénomène qui est comparable aux 5 extinctions de masse que notre planète a déjà connues. La population de vertébrés sauvages a diminué de 60% en 40 ans et 1 million d'espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. Donc vous voyez derrière moi un peu des exemples d'espèces menacées ou en voie d'extinction. Et cette perte de biodiversité, elle fragilise aussi notre capacité à nous nourrir. Prenons simplement l'exemple des pollinisateurs. Sans pollinisateurs, pas de pollinisation, donc pas de production pour certains fruits ou légumes. Et les oiseaux aussi sont très importants, ou certains insectes pour aider à réguler d'autres populations d'insectes. Si on fait un focus sur notre région, en Auvergne-Rhône-Alpes, la chute de la biodiversité naturelle est encore plus marquée que sur l'ensemble du territoire. Chez nous, ce sont 30% des espèces évaluées qui sont menacées, contre 19% sur l'ensemble du territoire de la métropole et de l'outre-mer. Donc vous voyez, alors je ne sais plus, vous voyez en rouge les espèces qui sont menacées et en jaune celles qui sont quasiment menacées. Nous rendons malade la nature autour de nous, mais nous rendons malade aussi, également, avec le type d'aliments que nous produisons. On peut dire qu'il y a de véritables épidémies du mangeur dans notre monde. Je renvoie ici de nouveau à l'étude « L'injuste prix de notre alimentation ». En France, il y a 1 adulte sur 2 qui est en surpoids, le surpoids incluant l'obésité, et 1 enfant sur 5. Et pour ce qui est de l'obésité, on sait que nous connaissons une épidémie mondiale d'obésité. Et le surpoids engendre des maladies cardiaques, contribue à l'hypertension, à la maladie d'Alzheimer et à de nombreux cancers. On sait aussi qu'on connaît une épidémie de diabète. On observe une augmentation de plus de 160%. Ça veut dire plus que 2,5 fois plus de personnes traitées pour le diabète entre 2001 et 2022. Et 90% de ces diabétiques souffrent de diabète de type 2. Les dépenses publiques engendrées par ces 2 causes de pathologie s'élèvent à 12,3 milliards d'euros. C'est donc une part de tout un pan de la sécurité sociale qui est consacré à pallier les maladies qui sont dues à notre alimentation. Mais en plus, il y a d'autres coûts qui ne sont pas forcément pris en compte, comme des incapacités de travail, des dépendances, etc. On peut mettre ça en parallèle avec le budget de la publicité. Parce que si nous mangeons, entre guillemets, si mal, c'est aussi non seulement parce qu'on nous propose ces produits, mais parce qu'on nous incite fortement à les acheter et à les consommer. Et le budget des acteurs de la transformation et de la distribution pour la publicité, c'est de 5,5 milliards d'euros. C'est 1000 fois plus élevé que le programme de communication du Plan national nutrition santé de 2014 qui vous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. La moitié des dépenses de la publicité sont faites pour des produits à faible valeur nutritionnelle et parmi eux, ceux qui bénéficient des plus gros montants publicitaires, c'est la restauration rapide, les chocolats et les boissons sucrées. Donc, la publicité, d'un côté, nous dit d'éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, c'est le petit bandeau qui défile, mais d'un autre côté, il n'y a pas de publicité pour les pommes, il n'y a pas de publicité pour les côtes de bête, il n'y a pas de publicité pour les haricots secs. Donc, on ne nous fait envie qu'avec des produits qui nous font grossir et qui nous rendent malades. On nous vend des produits ultra transformés dans lesquels il y a très peu de vrais aliments. Et c'est ce que le chercheur Anthony Fardet appelle la fake food, c'est-à-dire des produits qui sont des recombinaisons de choses qui se mangent avec des additifs. En plus, on nous culpabilise de les manger. C'est-à-dire qu'on vous fait de la publicité, on vous incite à les manger, on vous fait envie, on les gave de sucre pour que ça soit addictif, et ensuite c'est vous qui avez tort parce que vous les avez mangés.
À cela, il faudrait aussi ajouter que nous mangeons trop de viande, et nous mangeons en particulier trop de viande rouge et trop de viande transformée, qui sont également responsables de cardiopathie et de cancer. C'est pas moi qui le dis, il y a des études, et on appelle ça aussi des méta-analyses, c'est-à-dire des médecins qui font des analyses sur un ensemble d'analyses, enfin qui font des compilations, des ensembles d'analyses qui ont été faites, et qui nous disent on devrait manger de la viande moins souvent. Personnellement, le médecin généraliste, mais très documenté, qui s'est renseigné et à qui j'ai demandé vraiment son opinion, et je peux vous dire qu'elle a sérieusement travaillé pour me la donner, elle me dit la viande, c'est 2 fois par semaine. Selon elle, voilà, c'était pas un médecin qui prône d'être végane ou végétarien, mais 2 ou 3 fois par semaine, c'est bien, et au-delà, ça présente réellement des dangers pour la santé. Alors, bien sûr, il faudrait ajouter aussi la présence des pesticides dans l'alimentation, mais tout à l'heure, j'ai parlé de la présence des pesticides dans les champs, mais ils sont également là quand on mange. Donc, les défenseurs du système existant vont dire qu'il faut ça pour nourrir la planète, même si en réalité, c'est faux, parce que ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit le plus grand nombre de gens sur Terre, c'est l'agriculture vivrière. C'est une agriculture sans tracteur qui nourrit encore la plupart des gens qui mangent. Mais cette agriculture, elle perd du terrain. Et dans un article de l'ENS de Lyon de Hélène Torchman, je lisais récemment « L'agriculture paysanne, qui pourtant nourrit la majorité de la population mondiale, n'occupe plus qu'1 quart des terres cultivables ». Mais c'est vrai que par contre, pour nous occidentaux, nous sommes nourris, trop abondamment nourris, par ce système. Il s'est installé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, justement pour pallier le risque de pénurie qui était réel et qui avait traumatisé les populations pendant la guerre. Donc il fallait tenir la promesse de nourrir tout le monde pour un prix abordable. Et on a envie de dire, où en est-on maintenant ? Est-ce que le système tient toujours sa promesse ? Ce système a été beaucoup changé depuis les années 50, beaucoup changé dans le but de bien nourrir tout le monde. Est-ce que c'est le cas ? Donc, petit C, pardon pour le plan, mais en tout cas, pour quel résultat ? Eh bien, premier résultat, il n'y a pas de respect du droit à l'alimentation dans nos pays. Je dis nos pays parce que je pense que la France n'est pas seule dans ce cas. Le droit à l'alimentation, ça existe en droit international. C'est une définition qui a été donnée par un rapport de l'ONU. Le droit à l'alimentation est le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achat monétaire, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, et qui correspond aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, qui assure aussi une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. Donc le droit à l'alimentation, ce n'est pas seulement le droit de ne pas mourir de faim, c'est le droit de remplir un certain nombre de besoins humains et légitimes grâce à l'alimentation, y compris des besoins culturels, y compris des besoins psychiques. Le fait de ne pas se sentir en angoisse, notamment, c'est quand même très important. En France, en 2022, 16% des personnes déclarent ne pas avoir assez à manger. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance alimentaire quantitative. Et 45% des Français déclarent avoir assez à manger, mais ne pas pouvoir choisir et ne pas pouvoir manger réellement ce qu'ils aimeraient manger. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance alimentaire qualitative. Ça engendre, ça va engendrer de nombreux comportements d'adaptation, surtout que l'alimentation, c'est la variable d'ajustement dans notre société par rapport à beaucoup d'autres dépenses contraintes et imposées qu'on ne peut pas faire réduire. Vous ne pouvez pas négocier votre loyer, vous ne pouvez pas négocier le prix de votre téléphone portable qui vous est nécessaire pour communiquer et vous informer. Vous ne pouvez pas négocier le prix de votre litre d'essence quand vous devez faire le plein pour aller travailler. Et donc, la seule chose sur laquelle finalement vous allez pouvoir rogner, c'est votre budget alimentaire. Et c'est pour cette raison justement que le droit à l'alimentation n'est pas réellement assuré. Il y a une anthropologue qui s'appelle Bénédicte Bonzi qui va même jusqu'à parler de violence alimentaire dans le cadre de personnes qui se trouvent en précarité,
qui recourent à l'aide alimentaire et qui sont obligés de manger ce dont personne n'a voulu, ce qui est presque périmé, ce qui ne correspond ni à leur culture ni à leurs goûts alimentaires, ce qui ne correspond pas à leurs besoins de santé, des choses qui sont totalement déséquilibrées parfois, parce que l'aide alimentaire fait de son mieux avec ce qu'elle reçoit et ce n'est pas suffisant. Bénédicte Bonzi précise bien qu'elle ne blâme en aucune façon l'aide alimentaire. Pour elle, le réseau d'aide alimentaire, toutes les associations d'aide alimentaire sont vitales dans notre société. Elle dit que c'est ce qui permet de garder la paix sociale, étant donné le niveau d'insécurité alimentaire, il pourrait y avoir des désordres si l'aide alimentaire n'était pas là. Mais elle dit aussi que ce n'est pas digne et qu'on peut parler de violences alimentaires faites aux personnes qui sont obligées de recourir à l'aide alimentaire. Je renvoie ici à son livre qui s'appelle « La France qui a faim ». Elle critique aussi un système qui fait que l'aide alimentaire est obligée d'absorber des surplus qui, eux, par contre, sont défiscalisés quand la grande distribution en fait le don. Donc, en fait, c'est d'abord, ça part de l'intention de lutter contre le gaspillage, mais finalement, c'est un système qui est assez rentable pour le système de distribution qui fait ces dons. Donc, on peut dire que notre système agroalimentaire est défaillant dans la mesure où il n'assure pas le droit à l'alimentation. Et même si les personnes ne meurent pas de faim, l'impact psychologique de l'angoisse de manquer, la honte de ne pas pouvoir inviter des gens à manger chez soi, la souffrance de ne pas bien se nourrir, de ne pas bien nourrir ses enfants, ça laisse des traces profondes chez les individus. On pourrait essayer de se consoler en se disant que peut-être pour les individus la situation n'est pas toujours bonne, mais qu'au moins au niveau national, on est un grand pays d'agriculture, on est la ferme France et qu'on dispose d'une pleine souveraineté alimentaire. Alors, est-ce qu'on peut encore se consoler en se disant ça? Eh bien, pas tout à fait. Alors, d'abord, je vais revenir un petit peu sur la notion de souveraineté alimentaire. On la rajoutera sur la diapo. Donc, cette notion de souveraineté alimentaire, elle a plusieurs définitions. D'abord, c'est un concept politique qui vient de la Via Campesina, qui est le plus grand mouvement international de paysans. Et la Via Campesina, elle dit, pour résumer, que la souveraineté alimentaire, c'est le droit des populations, de leurs États ou des unions, à définir des politiques agricoles et alimentaires sans dumping vis-à-vis des pays tiers. Donc c'est une forme de démocratie alimentaire, en fait. C'est que chaque pays doit définir comment il veut se nourrir, comment son alimentation doit être produite, par qui, dans quelles conditions on importe ou pas. Ça ne vise pas forcément l'autosuffisance alimentaire, mais le droit de décision sur l'alimentation. Mais cette définition de la souveraineté alimentaire, elle est relativement déformée depuis quelques années. Cette notion, elle est revenue sur le devant de la scène dans la bouche d'Emmanuel Macron au moment du Covid, où il nous a rappelé que c'était folie de laisser à d'autres le soin de notre alimentation, de notre santé et d'un certain nombre de choses, et qu'il fallait qu'on redevienne souverain. Mais finalement, comment dire, quand on regarde la définition que FranceAgriMer en propose, on voit que FranceAgriMer ne sous-estime pas la part politique de cette définition, mais comme ce n'est pas une part qui est chiffrable, eh bien cette part politique de la définition, elle n'est pas vraiment prise en compte dans les études que FranceAgriMer peut produire. En mars 2023, il y a eu une étude de FranceAgriMer sur la souveraineté alimentaire et on retrouve bien quand même cette dimension politique. Pour eux, c'est la capacité d'autodétermination d'un État sur les systèmes alimentaires qui se déploient sur son territoire. Cette capacité s'entend à la fois comme capacité à définir les systèmes souhaitables, les conditions de production, les normes, les représentations partagées, les règles de l'échange, et la capacité à traduire ce souhaitable en réel, c'est-à-dire à faire appliquer ou à faire évoluer des systèmes alimentaires dans la direction attendue par les citoyens, par temps de paix autant qu'en temps de crise. Tout ce que je viens de dire, là, je cite FranceAgriMer. Donc cette dimension politique, elle est présente dans l'introduction de l'étude de mars 2023. Mais ensuite, finalement, comme ce n'est pas chiffrable, eh ben, c'est plutôt le côté économique qui prend le pas, et on va retrouver essentiellement des indicateurs de quantité.
Et les indicateurs de quantité, vous les avez derrière moi, et vous voyez en fait qu'on a une situation qui est très difficile à interpréter et très étrange. Alors, ce qui correspond à la barre 100, c'est quand on produit l'équivalent de ce qu'on mange. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, ça veut dire qu'on produit autant qu'on mange. Quand le produit dépasse les 100, ça veut dire qu'on produit plus que ce qu'on mange. Et là, vous retrouvez par exemple la poudre de lait et la poudre de lactosérum. Vous voyez qu'on est très très loin au-delà des 100, on produit énormément. Et puis quand on est en dessous de 100, ça veut dire qu'on ne produit pas assez par rapport à ce qu'on mange. Par exemple, un des points d'alerte de France Agrimaire dans cette étude, c'est les fruits et légumes tempérés. Ils ne parlent pas des fruits exotiques, mais ils disent, il n'y a pas si longtemps, la France était en situation d'autonomie, autonomie au sens de on produit autant qu'on mange, sur les fruits et légumes tempérés, d'autant que nous avons les atouts pédoclimatiques pour le faire. Il n'y a pas de raison, avec notre climat tempéré, qu'on ne puisse pas produire tous nos fruits et tous nos légumes. Sauf qu'en fait, on voit notre proportion d'autoproduction qui diminue énormément et on est de plus en plus dépendant des fruits et légumes qu'on importe. Après, on pourrait détailler beaucoup de choses sur plein de produits, mais je vais m'arrêter là. Et tout ça nous amène à un troisième point, qui est qu'on n'est finalement pas en sécurité sur nos approvisionnements alimentaires. Et là, c'est l'objet même de l'association Les Résiliacteurs 43. On essaye un petit peu d'alerter sur le fait que notre système, même s'il a l'air hyper performant, en fait, il est hyper vulnérable. Il y a divers signaux d'alerte qui devraient nous avoir convaincus depuis longtemps que nous ne sommes pas en sécurité. Alors déjà, au moment de la pandémie, on a vu que sans les camions qui nous approvisionnaient, on était en danger. Je ne peux pas détailler davantage, mais bien avant le confinement, il y avait déjà eu des accords pour que les camions puissent franchir les frontières pour éviter une crise alimentaire. Le risque de cyberattaque aussi est important. C'est celui qui est pris comme exemple dans le livre de Stéphane Linou, Résilience alimentaire et sécurité nationale. La rupture d'approvisionnement énergétique pourrait aussi causer des ruptures d'approvisionnement alimentaire. Nous l'avons vu il y a une dizaine de jours, je crois, avec une rupture d'électricité dans 2 pays d'Europe, l'Espagne et le Portugal. Et une des premières choses que les gens ont signalées, c'est que les terminaux de paiement ne fonctionnent plus et qu'il n'est donc plus possible d'acheter de la nourriture. On peut aussi penser à des phénomènes climatiques extrêmes. Alors ici, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Il s'agit d'un épisode de grand froid au Texas. Here up since 5 o'clock, and I've been on the road since 6. And I know it's at 11:30, but I'm gonna sit here until, I have no choice. All the stores in my area are out of water. Went out, the water went out, so we had to open our doors and help our people out because our people were cold and miserable and freezing and didn't have any lights, water, or electricity. Voilà, donc bien sûr, dernier facteur, au-delà des facteurs climatiques, dernier facteur qui peut causer une rupture brutale d'approvisionnement alimentaire, ça peut être un conflit armé. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, il y a eu de grandes angoisses au début de la guerre sur l'approvisionnement en blé.
Angoisses qui se sont soldées par quand même l'initiative céréalière de la mer Noire et des accords qui ont été conclus entre différents pays. Mais on voit que, comment dire, si la faim a toujours été une arme de guerre, dans un système mondialisé, c'est encore plus puissant. C'est-à-dire qu'autrefois, quand on faisait la guerre, on pouvait affamer une population localement. Maintenant, on peut affamer une population à l'autre bout du monde si on veut. Donc en conclusion, on constate qu'on est pris dans un système agroalimentaire qui ne paye pas à ceux qui travaillent pour lui, mais qui coûte cher en termes de santé, en termes sociaux et environnementaux, et qui ne tient pas ou ne tient plus sa promesse de nourrir tout le monde. Et je cite Anthony Fardet sur la page d'accueil de son site. « Je propose donc d'enclencher une révolution humaine de l'alimentation pour que cette dernière soit au service de la vie et non du profit. » Mais Anthony Fardet continue en disant que c'est à chacun d'agir. Je ne vais pas lui donner tort, bien sûr, c'est à chacun d'agir, mais le problème, c'est que si chacun agit seul, si on est seulement dans la consommation, ça ne va pas suffire. C'est peut-être pas ce qu'il veut dire, d'ailleurs. Peut-être qu'il pense que c'est à chacun d'agir, mais tous ensemble. En tout cas, pour faire cette révolution alimentaire au service de la vie, eh bien, heureusement, il y en a qui ont eu l'idée géniale de proposer la sécurité sociale de l'alimentation. Donc j'aborde maintenant la deuxième partie. Et l'objectif de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est d'arriver à un système alimentaire qui produit ce que les gens souhaitent manger et qui garantit qu'ils ont accès à cette production et que celle-ci va respecter à la fois l'environnement et les producteurs et les productrices. Alors comment arriver à un résultat aussi utopique dans le sens de idéal, pas dans le sens de impossible, parce que c'est possible. Comment faire? Alors, premier point, le point de départ ne peut être qu'un travail démocratique. On a besoin d'espaces de délibération dans lesquels tous les acteurs ont le même poids et un besoin de lieux d'éducation populaire pour élaborer et confronter nos points de vue. Et pourquoi prendre le temps de ce travail démocratique? Ça irait plus vite d'imposer des solutions d'en haut. Mais une sorte de dictature verte, entre guillemets, même si c'était une dictature du bien manger, engendrerait forcément des oppositions violentes. Donc le travail démocratique, c'est la première étape pour monter une sécurité sociale de l'alimentation. Dans l'esprit de ces inventeurs, on va dire, la sécurité sociale de l'alimentation repose sur 3 piliers qu'ils ont appelés les 3 piliers du socle commun. L'universalité, tout le monde y a droit, sans distinction. C'est pour en finir avec l'aide alimentaire qui ne cible que les plus précaires et pour que le droit à l'alimentation soit effectif, que tout le monde puisse choisir ce qu'il mange. Donc vous, moi, tout le monde aurions droit à un chèque alimentaire ou à une alimentation remboursée dans un certain montant. Le montant théorique imaginé pour l'instant, c'est 150 € par mois et par personne, mais avec tous les points d'interrogation et toutes les réévaluations qui pourraient bien sûr être envisagées en fonction des diverses situations. Deuxième pilier, la cotisation. Il faudrait, toujours selon les concepteurs de la SSA, intégrer dans le régime général de sécurité sociale une cotisation indexée sur une cotisation, parce que le mécanisme de cotisation est le plus approprié pour défendre une organisation démocratique de l'économie, parce que ça agit directement au niveau de la richesse produite et non pas pour corriger une première inégalité, comme le fait l'impôt, par exemple. Et puis, il faudrait un conventionnement démocratique. Les habitants d'un territoire choisissent ensemble les produits conventionnés, les produits qui seront accessibles ou remboursés avec la carte vitale de l'alimentation. Et ce faisant, les mangeurs de leur territoire vont orienter la production agricole et alimentaire, puisque les mangeurs vont se réunir et définir le type de produit dont ils ont besoin, les critères, est-ce que ce sera bio, pas bio, local, mais dans combien de kilomètres, dans un rayon de combien de kilomètres autour de mon assiette, selon quels critères de qualité. Et à partir du moment où on va rembourser les produits qui seront conventionnés selon ces critères, ça va encourager davantage de producteurs à entrer dans ces critères pour eux aussi entrer dans ce conventionnement et bénéficier de ce dispositif. Les caisses de sécurité sociale de l'alimentation seraient présentes à l'échelle d'un territoire, mais il faut définir la taille du territoire pour rester au plus proche du contexte agricole et alimentaire local.
Ça pourrait être un canton, un département. En tout cas, c'est important parce que la démocratie, elle marche mieux quand les décisions s'appliquent près de l'endroit où quand les décisions sont prises près de l'endroit où elles vont s'appliquer. Tout de même, par contre, il faut envisager quelques principes généraux, valables nationalement, qui sont comme des garde-fous. Par exemple, la première chose, il faut que les prix soient décidés avec les caisses au regard du coût de revient des produits. C'est-à-dire que les producteurs soient justement rémunérés tout au long de la filière. Donc les prix doivent être décidés collectivement en respectant tous les gens qui travaillent le long de la chaîne de la production. Deuxième chose, il faut se protéger contre le dumping en cas d'importation, c'est-à-dire que si on doit importer, c'est parce qu'on ne va pas se passer d'importation du jour au lendemain, eh bien, il faut que les produits internationaux conventionnés soient décidés de la même façon que les produits nationaux et soient soumis à un mécanisme de prix minimum d'entrée, comme celui qui a été développé par la Confédération paysanne pour les fruits et légumes, donc pour éviter le dumping social et environnemental. Il faut aussi que les entreprises rémunérant un capital investi par des personnes qui ne travaillent pas directement dans l'entreprise soient exclues du conventionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a que des entreprises où les personnes sont rémunérées directement par l'entreprise. Enfin, il n'y aura pas d'intéressement étranger au système. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça ne va pas être facile au début. Ils le reconnaissent. Mais ils disent qu'il existe des formes d'entreprises qui limitent la rémunération directe aux seuls travailleurs et travailleuses. Ces entreprises, ce sont les associations, les coopératives, les entreprises de travailleurs indépendants, et par exemple les agriculteurs qui ne travaillent pas en société, et les GAEC. Donc on pourrait imaginer de partir de ces entreprises où on va rémunérer directement la personne qui travaille et où il n'y aura pas d'intérêt étranger qui va profiter en quelque sorte du dispositif, et puis petit à petit arriver à élargir. Et il faut que les professionnels se fournissent auprès d'entreprises elles-mêmes conventionnées. Si par exemple il faut acheter des semences, il faut que l'entreprise de semences soit aussi conventionnée, avec un respect du prix juste comme pour les producteurs. Bien sûr, il faut ajouter la prise en compte d'enjeux écologiques, climatiques, exiger le commerce équitable pour les importations et d'autres mesures à associer certainement, comme l'encadrement de la publicité. Je ne cite pas tout, il y aurait encore d'autres choses à mettre en place pour que ça fonctionne bien. La conséquence d'un tel dispositif, ça devrait être, logiquement, la disparition progressive d'un système agro-industriel que je viens de dénoncer au profit d'une agriculture paysanne et de filières vertueuses. Alors, tout ça, c'est l'idée générale sur le papier. Maintenant, même si l'ambition, bien sûr, ça serait d'avoir quelque chose de national, c'est très compliqué. Et puis, comme il faut que ça soit démocratique et local, eh bien, il y a plein de gens, localement, à plein d'endroits en France, qui se sont lancés dans l'aventure. Je ne les connais pas tous, je ne les ai pas toutes en tête. Je sais qu'il se passe des choses à Montpellier, à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand, par exemple, pour citer des espaces pas trop loin de chez nous. Et vraiment très près de chez nous, il se passe quelque chose à Brioude. Alors, je vais revenir un peu sur l'histoire de Brioude. Il y a des initiatives qui ont précédé celle de la SSA. Sur Brioude, il y a quelque chose qui s'appelle Don Alim ou Don Alim, je ne sais pas comment ils le disent, pour organiser le don de produits locaux. Il y a un restaurant solidaire qui s'appelle La Tablée, qui fonctionne une fois par semaine dans les locaux de la Clé, et où on peut payer le prix qu'on veut pour manger, avec un tarif solidaire, un tarif ordinaire, etc. Et puis, il y a aussi des jardins partagés. Donc, il y avait déjà, on va dire, sur Brioude, un ensemble d'initiatives en faveur de l'accessibilité alimentaire. Mais ils ont souhaité aller plus loin, et je vais vous expliquer ça dans un instant. En termes d'accessibilité alimentaire, il y a aussi plein d'associations qui existent depuis très longtemps, mais je voudrais mentionner une autre, toute récente, toute nouvelle, c'est parce qu'elle est nouvelle que je la cite. C'est sur Brive-Charensac, il y a un collège qui a monté une AMAP dans laquelle il y a des paniers solidaires qui fonctionnent, et donc je vous incite à aller voir du côté de la MAP solidaire de Brive-Charensac. Après, je pourrais vous donner plus d'informations si vous souhaitez savoir comment ça fonctionne. Mais je reviens maintenant à la sécurité sociale de l'alimentation à Brioude. Alors, c'est une démarche qui a été mise en route en janvier 2024, autour d'un noyau dur d'une dizaine de personnes, et qui a pour but de se concrétiser tout bientôt, en septembre 2025.
Ils ont déjà rédigé une charte pour l'ensemble des produits qu'ils souhaitent conventionner. Ça a été fait bien sûr en plusieurs temps et ils ont aussi fait plusieurs scénarios pour imaginer le financement de leur caisse et le dimensionnement de leur caisse. Cette caisse, elle pourrait permettre d'approvisionner 30 à 40 personnes et ils partent sur un montant compris entre 70 et 100 euros redistribués par mois. Alors tout ça est encore un peu à valider, ou ça devait être validé dans les jours qui viennent, avec différentes associations qui les soutiennent et qui participent, le Secours catholique national sur le budget Mieux manger pour tous, et puis la Biocoop a aussi fait des demandes de subventions parce que la Biocoop est également partenaire de ce projet. Bon, là, je vais peut-être sauter quelques petites choses techniques. L'idée, ça serait de faire une dispense d'avance des frais pour que les personnes en situation de précarité n'aient pas à avancer l'argent lorsqu'elles vont acheter des produits qui sont conventionnés. Les critères qui ont été retenus par eux pour conventionner les produits, c'est les lieux de distribution, notamment ceux qui respectent le bien-être au travail, une juste rémunération des travailleurs et la provenance des produits qu'ils commercialisent. Ils ont défini un rayon de 30 km autour de Brioude, ou bien pour certains produits, le fait que ça soit produit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les mêmes critères ont été appliqués aux lieux de production, en ajoutant des pratiques durables dans l'agriculture. Il y a une liste très précise de produits éligibles qui sont par exemple des céréales, des légumes secs, des viandes, des produits laitiers, des légumes, des fruits, des œufs, des huiles végétales, des boissons non alcoolisées, le miel et ses dérivés, des plantes aromatiques, des tisanes. Par contre, ils ont aussi défini des produits qui ne pourront pas être remboursés. Les agrumes, le sel, le sucre, les fruits exotiques, le riz. Ils ont aussi insisté sur le respect de la saisonnalité des produits qui seront remboursés et le fait que ça doit être prioritairement, même toujours, enfin, pardon pour le manque de précision, mais des produits bruts ou peu transformés. Ils sont en train de travailler sur un signalement possible des produits en magasin pour que les gens visualisent tout de suite quels sont les produits qui sont conventionnés. Et il y a aussi un travail d'accompagnement autour du restaurant La Tablée, accompagnement pour les personnes qui vont entrer dans ce dispositif de sécurité sociale de l'alimentation. Ça donc c'est très concret et ça va vraiment prendre forme à l'automne. Et puis autour de cette expérience concrète, il y a tout un collectif qui s'est fédéré pour promouvoir l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation en Haute-Loire. C'est un collectif qui est composé d'une vingtaine de membres qui sont issus d'associations différentes. La Grange du Futur, Terre de Liens, les Colibris, on a une personne du Parti communiste français, nous, les Résiliacteurs 43, et puis des associations du Brivadois comme Soleil de Vent, DASA et La Tablée. Et tout ce collectif est animé par l'ADR, l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural, donc l'ADR 43. Et pardon si j'en oublie, parce qu'on est très nombreux à se croiser plus ou moins régulièrement. Il y a peut-être des personnes ou des associations que j'oublie et je m'en excuse si c'est le cas. On se réunit à peu près 8 fois par an, je dirais, pour réfléchir à notre manière de communiquer dans des événements. Par exemple, l'année dernière, on a participé au festival Récoltez-vous. On propose aussi d'animer le jeu de la marmite que vous avez ici. C'est un jeu qui a été mis au point par le collectif d'ingénieurs qui est aussi à l'origine du concept de la sécurité sociale de l'alimentation. Et ce jeu, il fonctionne très très bien pour faire l'expérience de ce que ça change d'avoir ou pas une caisse commune alimentaire. Alors nous, on l'a testé plein de fois. Alors on y a joué plein de fois, nous. On a fait jouer des gens à la Maison pour tous de Chadrac, on a fait jouer des gens dans des festivals, on a fait jouer des étudiants par exemple à l'IUT du Puy. Et le retour qu'on a eu sur les étudiants du Puy a été très chaleureux et vraiment enthousiaste pour ce jeu. Voilà, donc notre but, c'est à la fois de faire du lien et puis de faire connaître ce concept en espérant que d'autres personnes nous rejoignent et que cette idée de la sécurité sociale de l'alimentation prenne de l'ampleur. Très prochainement, il va y avoir un petit sondage parmi nous pour compter nos forces et pour savoir si on continue juste à communiquer ou si on va enclencher un processus un petit peu plus concret. Donc s'il y a des personnes qui sont motivées, c'est le moment de le dire.
Voilà. Et puis, en guise de conclusion, je voudrais profiter de notre présence, même si on n'est pas très nombreux, si vous m'y autorisez, pour lire un poème, justement parce qu'on n'est pas très nombreux. C'est un poème qui m'a été inspiré par le visionnage de plusieurs vidéos d'Olivier Amand. Parce qu'Olivier Amand, il parle des marges. Il dit l'importance des marges. Et comme on n'est pas nombreux, on a un petit peu l'impression qu'on est à la marge. Donc, pardon pour le bruit. Donc voilà, c'est le titre, les marges. Il faut que les marges se joignent. Il faut que les marges se parlent. Soyons fiers, sans arrogance. Ce que nous avons vu, peu de gens le supportent. Et ce que nous savons, peu de gens le comprennent. Nous sommes à présent un peuple sans nation, un peuple d'horizon, un peuple cercle. Nous imaginons tout, nous ne préparons rien. Pas de plan de bataille, pas de drapeau, mais nous avons des cartes gravées sous la peau. Carte du territoire et carte du destin. Carte du ciel et de la mer et le nom des voisins. Nos mains tendues par-dessus les clôtures font des dentelles de chair et d'amitié. Soyons fiers. Il faut que les marges se joignent. Il faut que les marges se parlent. Nous avons établi commerce avec la moindre feuille morte, avec la taupe et l'escargot, avec le ver, avec le Conseil des argiles et le Parlement des rivières. Nous ne sommes plus seuls, nous les citoyens sans pays, nous les habitants sans cité, nous les gens de la terre. Nous avons déserté la cour du monde ancien, sa boue, son périmètre étroit. La course est terminée. Nous n'avons plus qu'un chant qui sourd de la colline, qui entre par les yeux parce que le monde est beau. Il n'y a plus de vérité. Nous ne la cherchons pas. Nous marchons le chemin. Nos pieds ne mentent pas. Nous marchons le chemin tant qu'il y a de la terre à mettre sous nos pas. Nous désapprenons la colère. Nous comprenons la mort, et lorsque survient un mystère, nous ne l'expliquons pas. Nous n'inventons plus rien. Nous avons des outils qui vont à notre main. Nous sommes lents. Nous avons demandé pardon, et nous n'avons maudit personne. Nous ne sommes plus nous. Nous sommes à présent le grand tympan du monde. Rien ne peut nous décourager car nous n'espérons plus. Nous vibrons de la vie robuste et délicate, des oiseaux qui voyagent aux marges des nuées.